Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. La bataille pour les LR, les retraites, les va-et-vient sur les menaces de coupure de courant, le débat sur l'immigration, quelques-unes des questions que nous allons aborder. On va commencer parce que nous sommes à J-3 avant l'élection du nouveau président LR. Vous vous êtes qualifié, 34,5% des voix pour le second tour face à Éric Ciotti, 42,5%. Pas de consigne de vote du troisième. Aurélien Pradié qui a donc terminé à la troisième place, mais il dit qu'il attend aussi le positionnement des uns et des autres, notamment sur les retraites. Est-ce que vous avez tranché? Oui, moi je me suis positionné depuis assez longtemps. D'ailleurs, le Sénat est très constant. On veut une réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les personnes qui touchent des pensions perdent du pouvoir d'achat. Ça a été le cas pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On veut relever les petites retraites à 1 200 € et on voudrait instituer un nouveau droit, une pension de réversion pour les enfants handicapés. Voilà, donc il faut faire cette réforme. Et ma proposition, puisque Aurélien était plutôt sur la durée d'annuité, bien c'est de faire quelque chose qui pousse jusqu'à 64 ans et puis qui fasse la durée d'annuité un peu plus rapide de la réforme Touraine. C'est une réforme qui est équilibrée et au bout du compte, c'est ce qui permet justement à nos retraités de mieux vivre. Mais alors, est-ce que vous soutiendrez la réforme d'Emmanuel Macron, enfin d'Elisabeth Borne plus précisément? Si c'est une réforme qui vient sur nous briser à nous, sur nos propositions, je vois pas pourquoi je m'y opposerais. Ah oui. En clair, non, mais sauf que chez les LR, certains disent qu'il faut s'opposer coûte que coûte quand même au gouvernement pour ne pas pactiser. Non, mais on peut pas avoir de réflexe pavlovien automatique. Écoutez, ça fait 4 ans qu'on propose au Sénat cette réforme. 64 ans plus l'accélération de la réforme Touraine. Parce que si on ne fait pas ça, c'est les jeunes Français qui supporteront ensuite de lourdes charges pour payer les retraites de ceux qui seront justement pensionnés. Donc non, je crois qu'on ne peut pas changer d'avis. Emmanuel Macron, lui, a été une girouette. Il a changé d'avis puisqu'il nous avait expliqué au moment de son premier quinquennat que jamais, au grand jamais, il ne reculerait l'âge des 62 ans. Total, il y a une perte de pouvoir du pouvoir d'achat. Mais vous voyez bien que qu'est-ce que nous, on ferait si on ne soutenait pas ce qu'on a toujours soutenu hier? Oui, donc parce qu'Elisabeth Borne va recevoir les syndicats aujourd'hui là-dessus. Cette... Vous attendez justement aussi des précisions sur le calendrier, sur la manière dont ça va être fait, les discussions. Est-ce que les syndicats peuvent, à votre avis, faire pression sur le gouvernement pour ne pas aller jusqu'au bout de la réforme? Il y a 3 sujets. Je crois que quand on fait une réforme des retraites, il faut être aussi à l'écoute et il faut améliorer le système. Il est perfectible. Les carrières longues pour ceux qui ont commencé tôt. Il y a un dispositif qui existe. Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on recule là encore l'âge sur les carrières longues? C'est fondamental. 2, c'est la pénibilité. Et 3, c'est l'emploi des seniors. Il faut que les entreprises s'interrogent. Ça n'est pas normal qu'en France, finalement, on fasse quitter le marché de l'emploi des gens qui ont plus de 55 ans, mais qui ont une énorme expérience. Et je rappelle aujourd'hui que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Oui. Donc ça, c'est ce que défendent d'ailleurs le RN et puis les Insoumis. Pour une fois, ils se rejoignent avec une retraite à 60 ans en disant si on a un taux d'emploi des seniors suffisant, ça fonctionnera pour le système des retraites. Vous voulez rire. Vous voulez rire. La retraite à 60 ans, c'est l'appauvrissement des retraités qui perdraient 20 à 25% de leur retraite, du pouvoir d'achat. C'est l'appauvrissement de la France. C'est toujours moins de travail. Pourquoi est-ce qu'en 20 ans, les Français ont perdu, chaque Français, 5 000 € de niveau de vie par rapport à un Allemand, alors que le niveau de vie était le même il y a 20 ans? Tout simplement parce qu'on a fait les 35 heures. Tout simplement parce qu'on a fait la retraite à 60 ans. Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes de pouvoir d'achat? Bien sûr qu'il y a l'inflation. Mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache un appauvrissement du pays et des Français parce qu'il n'y a pas assez de quantité de travail justement dans l'économie française. Il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que vous regrettez qu'Aurélien Pradié ne donne pas de consigne de vote? Non, c'est bien. Ah bon? Non, je me suis jamais attendu. Attendez, c'est bien, pour l'instant vous êtes deuxième, donc... Oui, mais ce que je constate sur le terrain, c'est que ces soutiens massivement viennent vers moi me soutenir, et je crois que l'électorat d'Aurélien Pradié est sans doute plus proche du mien qu'il ne l'est de celui d'Éric Ciotti. Qu'est-ce qui vous différencie? Un dernier mot sur justement cette bataille LR, vous et d'Éric Ciotti. 2 choses, au-delà des tempéraments. Moi je suis un homme de l'Ouest, le climat est peut-être plus tempéré. Le Sud
plus méditerranéen. Non, il y a deux choses qui nous différencient. D'abord, le rassemblement. Je pense que quand on a fait moins de 5% d'une élection présidentielle, si on veut continuer à cliver toujours plus, on terminera à 1%. Première chose. Deuxième chose, c'est le renouvellement des idées. Moi, je pense que la droite doit être très ferme sur l'immigration. L'ordre, l'autorité, la baisse des impôts, très bien. Mais la droite ne se réduit pas à plus de sécurité et à moins d'impôts. Il y a plein d'autres domaines, comme la sécurité, comme l'école, comme la défense de notre civilisation, de notre culture, de notre langue, qui est mise à mal, par exemple, avec l'écriture inclusive. La droite doit se saisir de tous ces éléments, y compris de l'élément social. Bruno Retailleau, est-ce que Laurent Wauquiez est un point de rassemblement ou un point de divergence? Mais c'est pas la question de Laurent Wauquiez comme personne. Ce qui est un point de divergence, c'est que je pense que vouloir aller tout de suite à l'élection présidentielle, désigner dès 2023 notre candidat pour 2027, 4 ans plus tard, je vais vous dire, ça va nous tuer. Ça va nous tuer parce que cette obsession... pour l'instant, pardon, mais vous êtes sur respirateur artificiel, quoi, après la présidentielle, quoi. Donc, vous n'avez pas commencé très vite aussi, parce qu'il n'y avait pas d'incarnation. Donc ça se construit, une incarnation, quelle qu'elle soit, non? Je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est mauvais pour le parti, parce que si on désigne le candidat, là, en 2023, on ne réfléchira pas. On s'abandonnera, on abandonnera notre destin aux mains d'un seul homme. Et ensuite, pour le candidat, imaginez qu'on contre-performe, qu'on trébuche aux élections européennes, on va l'électrocuter, on va le griller avant qu'il ait commencé. Comment dire, quand on connaît la vie politique, exposer un candidat des années à l'avance... Mais ce serait quand même un bon candidat, Laurent Wauquiez, ou pas? Il a toutes les qualités, mais il y a aussi d'autres. Mais le problème, il est là. Le problème, c'est toujours la division. Ne nous divisons pas trop vite. Il y a Lisnard, il y a aussi Xavier Bertrand. Donc, il faudra là encore une procédure pour les départager. Sur l'immigration, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont présenté les grandes lignes de leur projet entre humanité et fermeté. Est-ce que c'est une loi que vous pourriez soutenir? Non, il y a très peu de chances qu'on la soutienne. On a bien vu avec le chien de Viking que le logiciel d'Emmanuel Macron était le logiciel classique de la gauche, d'où il vient d'ailleurs, de laisser ouvertes les frontières. Et puis on voit bien là encore le pré-projet qui nous a été soumis, pas encore, mais en tout cas on a vu quelques fuites. C'est toujours plus de régularisation, c'est toujours plus d'immigration en réalité. C'est pour les métiers en tension des titres de séjour. Or, tous les métiers en France sont en tension. Tous. Vous ne trouverez pas. Comment fait-on? Quelle recette alors? Eh bien, la recette, je vais vous dire, on fait comme les autres en Europe. C'est-à-dire? Écoutez, on a 7% de chômage. En Allemagne, ils ont 3%. On a 3 millions de Français qui sont au chômage, 2 millions qui sont au RSA. Eh bien, on est un peu plus exigeant. On arrête les fraudes sociales. On est plus exigeant sur l'assurance chômage. Et surtout, on forme, on qualifie les gens. On les qualifie pas sur des voies de garage. On les qualifie avec des formations courtes où il y a l'employeur et le futur employé qui signe un contrat. Et on forme sur des formations de 300 heures, de 400 heures. On obtient une qualification de celui qui n'en a pas pour entrer dans un job qui est justement un job en tension. Mais ceux qui travaillent déjà en France, et il y en a beaucoup dans tous les secteurs qui sont sous tension, comme on dit, est-ce qu'on les régularise un jour ou un autre? Moi, je suis contre la régularisation. Je voudrais même qu'on inscrive dans la loi un principe qui sera très clair, qui sera dissuasif. Eh bien, celui qui vient clandestinement, irrégulièrement en France, doit savoir que jamais il ne sera régularisé. Vous vous rendez compte, vous avez près d'1 million aujourd'hui d'irréguliers en France, qui bénéficient d'ailleurs de soins gratuits à travers l'aide médicale d'État. On est le seul pays d'Europe à faire cela. Bruno Retailleau, qu'est-ce que vous avez compris des menaces autour des coupures de courant? Est-ce qu'il y a une tonalité trop anxiogène? Du coup, Emmanuel Macron a sifflé la fin des peurs auprès de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, comme message? Que c'est un fiasco, que cette affaire de la destruction de notre filière électronucléaire est pour Emmanuel Macron une inconséquence, mais une formidable responsabilité qu'il essaie de faire oublier. Donc, il est en train lui-même de paniquer parce que les Français... il a dit les Français ne sont pas des cobayes, vous avez vu hier. Mais il les a pris pour des cobayes. Il les a pris, bien sûr. Bien sûr, il a fermé Fessenheim, il a ouvert Saint-Avold au charbon qui crache justement du CO2 qui va accélérer le réchauffement climatique, et il va ouvrir bientôt au large du Havre un terminal méthanier qui va finalement nous permettre d'importer du gaz de schiste américain. Vous vous rendez compte? C'est une politique de gribouille et on a abdiqué notre souveraineté énergétique. Quelle politique vous pourriez mener, Bruno Retailleau, face en fait à la déstructuration qu'il peut exister, pas qu'en France? Mais non, vous savez qu'au Sénat, en 2015, lorsque François Hollande nous a proposé de plafonner à 50% le nucléaire dans le mix énergétique, on a dit non. Et on avait dit ce qui allait se passer. Souvenez-vous, j'ai écrit un livre
il y a près de 2 ans, le titre de ce livre sur l'écologie, aurons-nous encore de la lumière en hiver? Moi, je pense que, il faut que le gouvernement déconnecte les prix de l'électricité du prix du gaz. C'est une stupidité. Mais ça, c'est au niveau européen. Eh bien, pourquoi est-ce que l'Europe, et pourquoi est-ce que justement l'Europe a dit oui à l'Espagne et au Portugal? Eh bien, on doit se battre. Simplement, il faudrait que la voix de la France pèse en Europe. Et elle ne pèse plus. Parce qu'une nation qui ne tient pas ses comptes, un déficit faramineux, un endettement pharaonique, une nation qui ne tient pas ses comptes, ne tient pas son rang. Et notre voix en Europe, malheureusement, la voix française, ne pèse plus. Et est-ce que les Français, certains Français, ont raison aussi quand même d'avoir peur de menaces, de coupures de courant? Mais bien sûr. Est-ce qu'on imagine, comme ça a été le cas il y a 45 ans, c'est un bond en arrière de 45 ans, en 1978, la panne de courant, c'est-à-dire que vous êtes dans un ascenseur, l'ascenseur se bloque, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de train, vous avez, là encore, en campagne, vous n'avez plus accès au 112, et sur une très large partie du territoire, il n'y a plus d'antennes relais puisqu'elles ne sont pas équipées de batteries. Vous imaginez le dégât que cela peut causer? Les feux tricolores avec la désorganisation en matière de circulation. C'est en fait une sorte de tiers-mondisation de la France. C'est cette voie du déclin sur laquelle Emmanuel Macron a engagé notre nation française. Et là, qu'est-ce qui est possible de faire alors dans les jours qui viennent pour éviter ça? Bien sûr, il faut des économies. Moi, j'ai fait une proposition au gouvernement qui, pour l'instant, ne travaille pas. Quelle est ma proposition? Eh bien, très simple. Vous savez qu'on a des compteurs intelligents aujourd'hui. Linky, il y en a 36 millions. Eh bien, sur la base du volontariat, avec un petit boîtier, les gens pourraient justement s'équiper d'un boîtier sur la base du volontariat, encore une fois, et avoir quelques micro-coupures. Ils ne le verraient pas du tout. Et ça pourrait produire l'équivalent d'une puissance de 2 à 3 EPR. Vous vous rendez compte? Type Flamanville. Mais le gouvernement... Sur des périodes bien précises, quoi. Sur des périodes, par exemple, de 10 minutes, d'un quart d'heure, le matin, l'après-midi. Mais les petites gouttes d'eau font les grandes rivières. Et il faut profiter de ce qu'on a en France. Ça, c'est un acquis français. Le réseau électrique le plus intelligent, grâce notamment à ces compteurs. Et ça nous permettrait de faire des belles choses, plutôt que la fameuse doudoune ou le col roulé. Pardon, j'ai un col roulé aujourd'hui. C'est ce que je vois. Je n'ai pas forcément suivi quand même les recommandations de Bruno Le Maire. J'en portais auparavant. Juste encore d'un mot, Elisabeth Borne, hier, a proposé ce chèque carburant de 100 € pour 10 millions de Français, les actifs les plus modestes. Est-ce que c'est une bonne proposition, ça, face au prix des carburants? Comme d'habitude, la politique du chèque. Politique du chèque. C'est-à-dire que la France vit à coups de chèques en bois, sans aucune réforme. Tout est réduit désormais en France à une politique de la dépense publique. Alors, bien sûr que tout ça est bon à prendre, mais il y a beaucoup de Français qui ne roulent pas sur l'or et qui ne vont pas pouvoir le toucher. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ce sera la classe moyenne parce que ils seront au-dessus du revenu et pour autant ils habitent par exemple dans la campagne. La voiture est essentielle et ils toucheront trop et n'auront pas les 100 €. Bruno Retailleau, quelle est votre position, vous, sur les soignants non vaccinés? Alors, vous avez vu que... Elle est claire. Elle est claire. Alors, elle est très claire. On les réintègre. Il n'y a plus aucune raison de ne pas les réintégrer. Il n'y a aucune raison, puisque on sait désormais que le vaccin ne bloque pas la transmission. Même si dans les hôpitaux, certains disent attention, il y a déjà le Covid qui revient. Il y a cette idée qu'on veut leur faire payer quelque chose. Je trouve que où il y a une raison scientifique qui nous disent attention, il peut y avoir une forme de gravité de ne pas être vacciné vis-à-vis de ceux qui sont soignés à l'hôpital, où la raison est vraiment scientifique. Et alors, je le comprendrai. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison scientifique. Il y a simplement la volonté de leur faire payer un comportement qu'on juge par ailleurs peu responsable. Vous avez vu LFI qui refuse finalement de signer ce texte parce qu'il est maintenant repris par le RN. Je laisse les démagogues discuter entre eux. Bon, merci Bruno Retailleau. Donc élection ce week-end pour la présidence LR entre vous et Éric Ciotti. Il est 8h32 sur Sud Radio.